Donc bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire donc, organisé par DAER et Boa Concept. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'intralogistique et la mécanisation d'un flux de réception. Donc le temps que tout le monde arrive et se connecte, donc sur l'interface, vous avez en bas à droite de votre écran un chat sur lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dérouler la présentation et on traitera vos questions à la fin, ce qui permettra d'apporter un complément d'information aux informations que vont nous présenter Patrice et Clémence. Vous avez également la possibilité de réagir avec des petits emojis, donc n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air si tout fonctionne d'un point de vue son, image et si vous avez donc la présentation sous les yeux. Donc les speakers, donc autour de la table, autour du micro si je puis dire. Donc on a Clémence. Donc Clémence, si vous pouvez vous présenter en 2 mots. Oui, bonjour Clémence Minfond, je suis chef de projet logistique sur un hub sur Toulouse, chez DAER. Donc, merci Clémence. Patrice, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vais me présenter également, Patrice Saint-Lon, donc moi je suis directeur général chez Boa Concept. J'ai un petit écho, mais je vais me débrouiller sans. Je vais animer ce webinaire pour la bonne et simple raison que c'est moi qui avais traité le dossier, l'installation d'AR à l'époque où j'avais la casquette de directeur commercial, donc c'est un dossier qui me tient à cœur et c'est pour ça que c'est un plaisir d'animer ce point avec vous aujourd'hui. Et Enzo, donc moi-même, donc responsable de site à Login, donc Login qui est un centre d'innovation donc porté par le groupe DAER, donc sur le volet logistique et supply chain. Donc concernant l'agenda du jour, donc on va faire une petite introduction où donc Patrice présentera la société Boa Concept, donc les produits, la proposition de valeur de cette société. Je présenterai également rapidement DAER, donc ce qu'on fait. Donc ensuite, donc le contexte. Donc le but va être de présenter le pourquoi du comment, donc c'est-à-dire ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc la mécanisation du flux réception donc d'Airlog. Donc pour rappel, DAER est prestataire logistique d'Airbus Commercial Aircraft pour le périmètre France. Et donc logisticien 3PL, et donc nous opérons un site en région toulousaine à Colomiers pour le compte d'Airbus. Et c'est sur ce site-là que a été mécanisé le flux de réception. Donc ensuite nous parlerons des spécificités de l'installation, donc ça ce sera Patrice qui va le faire. Le budget, quel ROI, et ensuite les axes de développement de ce système-là. Donc rapidement, donc le groupe DAER, c'est un groupe familial français donc qui a été créé en 1863, qui est toujours sous actionnariat familial. Donc aujourd'hui, c'est 13 000 collaborateurs au travers de 5 pays pour 1,65 milliard de chiffre d'affaires. Ce qui fait la particularité du modèle DAER, c'est cette répartition d'activités entre des activités industrielles et des prestations de services, avec 4 grands piliers, 4 grandes activités. Donc la première, donc la construction d'avions, donc le TBM qui est fabriqué à Tarbes et le Kodiak dans l'Idaho. Des activités industrielles, notamment en région Pays de Loire, autour de Occitanie, vers Marignane et même au Mexique. Donc où là, on réalise des ensembles et des sous-ensembles pour les grands donneurs d'ordre de l'aéronautique. Donc on retrouve Airbus, Boeing, Dassault, Gulfstream, et j'en passe. Donc pour ceux qui ont suivi l'actualité récente, donc DAER a racheté la société de Croisa, donc les services industriels. Donc la société a été intégrée au groupe début 2024. Donc là, c'est notamment des opérations sur avion. Et enfin, les activités logistiques qui concernent donc le webinaire d'aujourd'hui, où DAER accompagne et logisticien 3PL pour les grands industriels, avec une forte dominante aéronautique bien sûr, mais aussi quelques activités dans le ferroviaire et dans l'automobile. Donc je laisse la parole à Patrice pour présenter Boa Concept.
Alors, nous ne sommes pas tout à fait sur les mêmes tailles d'entreprise ni les mêmes antériorités. Boa Concept, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, une société créée en 2012, donc un peu plus de 10 ans. C'est aussi une bonne illustration d'ailleurs de grands donneurs d'ordre ou de sociétés installées depuis plus d'un siècle peuvent travailler avec des entreprises plutôt câblées start-up. C'est assez intéressant de démontrer cette souplesse. Donc 10 ans d'existence, nous sommes des spécialistes de l'automatisation d'entrepôts. Nous créons des solutions de transitique, de préparation de commandes, de stockage, de picking, etc. pour automatiser les entrepôts qui gèrent du flux ou qui ont des opérations complexes à mener sur leurs activités logistiques. Donc 80 collaborateurs, une présence dans une petite dizaine de pays en Europe. On est efficace sur l'Europe et sur le Maghreb. C'est aujourd'hui 150, 140 sites équipés, 150 sites équipés, donc en France et à l'international, avec une division robotique qu'on a intégrée il y a 2 ans maintenant, qui nous amène des compétences en termes de vision et de préhension. Bon, c'est pas des sujets qui sont traités sur le site d'Air, mais cette illustration en fait qu'on est un acteur qui n'est Nous ne sommes pas des mécaniciens, nous sommes plutôt des informaticiens, des roboticiens qui créons des solutions automatisées pour l'entrepôt. Donc on adresse 3 grands types de clients, hein, des gens très classiques sur des activités logistiques, plutôt orientés e-commerce, retail, quelques grands noms du e-commerce que vous consommez tous et chacun, que je n'ai pas forcément le droit de citer, mais ce sont des gens qui expédient des volumes importants de commandes. Un pan 3PL d'AR et vos confrères, et puis un pan industriel, parce que derrière des activités industrielles, il y a régulièrement des activités de logistique, et on est sur peut-être une intersection avec le dossier qu'on va vous présenter. On est sur une intersection entre une problématique industrielle et une problématique de 3PL, et c'est l'un des intérêts du dossier. Donc, des spécialistes de l'automatisation qui s'appuient sur une techno assez différenciante de ce qui peut être pratiqué par des gens qui sont plus mécaniciens, sans tenir de propos péjoratifs. C'est une autre façon de faire le métier. Et je présenterai un peu ce détail par la suite. Donc, société stéphanoise, introduction en bourse en 2021, de fort développement depuis une petite dizaine d'années. Merci Patrice pour ces informations. Donc je passe la main à Clémence pour nous parler du contexte et du cœur du sujet d'aujourd'hui, donc la mécanisation du flux réception du hub logistique d'Airlog. Oui, donc merci. Aujourd'hui, on rentre dans le détail d'une cellule de réception d'un entrepôt qui fait 48 000 m². Donc sur cet entrepôt, nous gérons toutes les pièces green des avions. Donc les pièces green, c'est tout ce qui permet de faire voler l'avion et pas pour le confort, vraiment pour la mécanique et l'électronique. Aujourd'hui, on est à 2000 lignes de réception par jour. Nous avions un lead time de réception au moment du projet de 16 heures, c'est-à-dire qu'entre le moment où la pièce est déchargée et le moment où elle doit être mise en stock, c'est 16 heures. Ça représente 40 à 60 personnes qui travaillent sur cette activité. Et dans le contexte du projet, il y avait une difficulté à atteindre la performance. Donc, sur le schéma à côté, toutes les petites étoiles roses que vous voyez, ce sont des ruptures de charge dans le process qui était en place. Donc, en partant de la gauche vers la droite, nous avons la zone buffer suite au déchargement des camions. Ensuite, je prends mon colis, je le mets sur un moyen de manutention qui est très souvent un chariot. Donc, je prends ma palette, je l'amène vers une table de réception. C'est déposé dans un buffer avant la table de réception et le réceptionnaire reporte le colis pour le mettre sur son poste, faire la réception et les contrôles. Et ensuite, une fois que la réception informatique est validée, il reprend le colis et il va le déposer sur un autre moyen de manutention en attente de mise en stock. Quand ce moyen est plein, une autre personne prend le moyen et va mettre en stock physiquement la pièce, donc prendre le carton et le mettre à l'emplacement final de stockage. Nous avons parfois en réception des problèmes parce que le BL ne correspond pas, le marquage de la pièce n'est pas conforme. Et donc, on a un flux de déviation vers les litiges, pareil, où à chaque fois que nous déplaçons la pièce, il y a une manutention et un port, une rupture de charge par déplacement de la pièce. Donc ça, c'est pour le flux tel qu'il était. Donc, pour se rendre compte de comment ça se rend physiquement, on peut voir donc sur la photo de gauche avant comment ça fonctionnait. Donc, on voit bien, il y a un convoyeur à rouleau et juste derrière, on voit les lignes de colis qui attendent d'être réceptionnés.
et donc l'étape de réception. Et sur la photo de droite, on voit l'après avec donc le convoyeur installé par BOA, où là, l'ensemble des colis transitent sur ce convoyeur et donc on n'a plus d'attente au sol proche des tables de réception. Donc, si on rentre un peu plus dans l'implémentation de la solution et des objectifs que nous souhaitions atteindre avec ce projet, donc c'était d'automatiser ce flux sur l'amont de la mise en stock depuis le quai jusqu'à la mise en stock, sachant que nous avons un stockage pour nos petits volumes sur des mezzanines en rez-de-chaussée plus de niveau. Donc, pour la mise en stock, toutes les personnes prenaient le moyen de manutention, le passaient dans un monte-charge et on montait les niveaux à pied pour aller chercher notre matériel. Donc, le client nous a demandé de passer sur un lead time en réception à 8 heures, avec une performance attendue du KPI à plus de 80%. Et donc, cela est devenu une évidence que ça passait par la réduction du nombre de ruptures de charge dans le process pour gagner en fluidité et aussi optimiser la gestion de nos colis. Et derrière la gestion de colis, j'entends le FIFO, parce que pour respecter un lead time, le premier arrivé doit être traité en premier, puisque le chrono s'implémente au fil des arrivées. Donc, le flux qui s'applique sur ce projet-là, donc c'est les colis qu'on va appeler convoyables, c'est-à-dire qui ont des dimensions qui sont inférieures à 70 par 70 cm. Et aujourd'hui, ça représente environ 50% de notre flux global. Donc, comment ça s'opère physiquement? Donc, ce qu'on voit au niveau du numéro 1, c'est un nouveau buffer que nous avons créé où les colis sont en attente d'injection. Au niveau du poste 2, donc c'est la porte d'entrée du convoyeur. Donc là, on a une personne qui va déballer les colis, le mettre dans le moyen de stockage final et l'injecter sur le convoyeur pour qu'il puisse rentrer sur l'installation. Le colis est ensuite acheminé vers les tables de réception. Donc, c'est ce que vous voyez en bleu et vert sur le schéma qui amène donc le colis au niveau du réceptionnaire. Et ensuite, le réceptionnaire peut faire sa tâche de réception informatique, ses contrôles. Et ensuite, il va, via une interface sur le convoyeur, adresser directement le colis vers le bon étage de la mezzanine. Et au niveau du poste 4 que vous voyez, il y a un ascenseur. Et donc, le convoyeur est intelligent. Et donc, si le colis a été réceptionné pour être envoyé au niveau 2, ce colis-là va être tout seul acheminé par l'ascenseur au niveau 2 de la mezzanine. Pour les litiges, il y a un bras de déviation. Donc, c'est notre flux dévié de tout à l'heure. Celui-là, c'est pareil. Lorsque le réceptionnaire a un problème de conformité sur la pièce, il va envoyer la pièce au litige et ça va arriver directement sur la table de la personne qui les traite. Donc, voilà pour comment on opère physiquement. Et je vais laisser Patrice pour la partie fournisseur et la suite. Merci Clémence du coup pour la présentation et oui, je laisse la main à Patrice pour nous présenter voilà quels produits de leur catalogue du catalogue de BOA Concept qui ont été utilisés, l'interfaçage IT et comment tout ce système-là est maintenu. Ok, je prends la suite, je vous laisse changer le slide. Alors, il y a sans doute quelques experts qui sont connectés là, sur le webinaire. Et quelques mots sur le contexte, parce que pour les experts de l'automatisation, on parle de lead time, on avait un lead time de 16 heures, on avait 2000 lignes, etc. Les premiers points d'entrée quand on a été sollicité par DR, voilà, on a un lead time de 16 heures, est-ce qu'on peut le réduire? Oui, 2000 lignes en réception, il y a certaines personnes qui nous écoutent qui doivent en traiter quelques dizaines de milliers en réception, donc ça fait pas peur à quelqu'un qui robotise, qui automatise. Donc les premières discussions sur le contexte du projet étaient c'est simple quelque part, on partait d'une solution plutôt mano, il fallait travailler du flux, des TMS, des postures, donc des choses assez classiques dans nos métiers. Puis petit à petit, dans les discussions, DR précise son besoin, c'était des anciens collègues à vous. Alors, on voudrait également pouvoir travailler, mais sans aucune lecture. Parce que les produits sont très hétérogènes, on a des codes barres de tout type, de toute taille, de partout, et puis on voudrait travailler sans lecture. Et puis on est dans un contexte ici où il faut qu'on arrive à faire quelque chose d'efficace, mais sans aucun lien avec le système d'information.
Donc, on parlait mécanisation, on parlait automatisation, mais on parlait sur des solutions qui sont très atypiques, parce qu'en fait, soit on parle de méca et on pousse des cartons sur des rouleaux libres ou motorisés et on n'est pas intelligent, soit on parle de robotisation et d'automatisation, mais on a besoin d'interface et de lecture et d'intelligence. Donc, on est dans un contexte assez atypique, sur lequel on s'est dit, nous on aime bien un peu se gratter la tête sur des choses qui sortent de l'ordinaire. Est-ce qu'on est capable de répondre avec les valeurs BOA sur ce type-là de sollicitation? Est-ce qu'on sait faire de l'intelligence débarquée? Oui, c'est le cœur de notre modèle de transitique. Est-ce qu'on sait s'adapter à des contraintes IT un peu spécifiques? Oui, j'expliquerai par la suite comment on fonctionne. Puis on avait des sujets de délai parce qu'on était également sur des périodes pré-Covid avec des volumes qui étaient forts, qui sont redevenus forts entre-temps, mais qui étaient avec des délais de mise en œuvre assez contraignants et une coactivité assez contraignante. Donc, est-ce qu'on était capable d'envisager de travailler dans un contexte très atypique? Encore une fois, pas atypique sur le plan logistique pour les experts qui nous écoutent, mais sur le plan contexte, notamment IT, parce que c'est quelque chose qui n'était pas forcément, c'était pas un produit quelque part catalogue, c'était un contexte très spécifique. Kenzo, si vous pouvez passer à la suite. En fait, l'idée a été de se dire, on est sur un contexte IT spécifique, vous ne pouvez pas vous connecter, donc comment on peut envisager de créer une solution qui va gérer à la fois des niveaux d'habilitation. On est en train de réceptionner donc les pièces green d'Airbus, c'est des produits qui sont critiques, sur lesquels il faut des contrôles en réception, sur lesquels il faut apporter une expertise, soit pour la qualité de réception, soit pour des traitements de litige. Donc, il faut que la chaîne soit capable... j'ai de nouveau un petit écho. Il faut que la chaîne soit capable de travailler intelligemment sans avoir recours à des données qui seraient disponibles sur les serveurs d'AR, voire chez le client. Donc, une nécessaire étanchéité. Donc, la solution IT qui a été développée s'appuie sur notre spécificité en termes de pilotage. Pour ceux qui nous connaissent, le cœur de l'activité BOA, ça a été de décentraliser les organes de pilotage au sein des différents éléments qui composent une chaîne automatisée. Qu'on parle de convoyeurs, d'élévateurs, d'étiqueteuses, tous les éléments qui composent une chaîne automatisée. Chez BOA, en fait, ce qu'on appelle le WCS, les organes de pilotage sont décentralisés au niveau de chaque maître et on crée un petit ordinateur, on fait de l'IoT quelque part et on décentralise les systèmes de pilotage dans nos éléments. Ce qui a permis finalement de créer, c'est le deuxième point sur le slide, qui nous a permis de créer à travers une interface, une tablette industrielle, qu'on a pu connecter en réception directement sur les systèmes de transitique pour développer une appli pour les équipes d'AR qui leur permet de gérer à la fois des niveaux d'habilitation, donc paramétrer directement sur ces tablettes, niveau d'habilitation des opérateurs qui sont présents sur la ligne ou de l'ouverture ou la fermeture de certains postes, mais également finalement de déclarer par l'opérateur de créer l'intelligence nécessaire sur la ligne, de la créer au niveau de l'opérateur et non plus au niveau de la lecture comme on pourrait le faire traditionnellement sur des chaînes automatisées. Donc le développement spécifique qui a été réalisé sur cette ligne a consisté à créer des tablettes industrielles, créer une appli, plugger cette appli au niveau du début de ligne directement sur les convoyeurs, sur nos cartes embarquées, sur le WCS pour les initiés et permettre à DAR finalement de déclarer des charges, de déclarer des niveaux d'habilitation et charge à BOA derrière de convoyer, de faire transiter les informations vers les différentes zones. Si on peut passer à la suite, n'hésitez pas dans le chat s'il y a des points. Je ne vais pas m'embarquer dans un détail technique, ultra technique ici, mais s'il y a des choses qui vous interpellent en termes de fonctionnement, n'hésitez pas, on y répondra sur la fin de l'intervention. Donc le principe a été de créer de l'intelligence embarquée. L'intelligence embarquée, c'est un bien grand mot quelque part, on n'est pas sur du deep learning, on est finalement sur une chaîne qui, pas à pas, mètre par mètre, est capable d'appliquer les informations qui lui ont été données en amont, de gérer des saturations, de gérer l'ouverture. Alors, j'ai plus exactement le nombre de postes en tête, Clémence,
on a plus de 10 postes de réception et de contrôle qui sont présents sur la ligne. Et quel que soit le niveau de saturation, quel que soit le niveau de fonctionnement de la ligne, quel que soit le nombre de postes ouverts, le système gère sa saturation, gère l'adressage des différentes charges indépendamment de ce qui peut intervenir sur la ligne. Donc c'est quelque chose on parle d'intelligence embarquée, c'est une manière de traiter un flux de manière un peu spécifique avec des échanges en temps réel entre les différents éléments et non plus avec le système d'information que serait le WMS ou le RP d'AR ou celui du client final, puisqu'on avait interdiction de travailler sur cette couche logicielle. Donc on a mis en avant cette technologie, on a mis en avant cette modularité, cette évolutivité, mais au moins autant, si ce n'est davantage sur le plan soft que sur le plan méca, pour permettre finalement un déploiement assez spécifique, plutôt côté WCS que sur la gestion des flux. Donc visuellement, quand vous avez encore une fois les experts qui voient la ligne, quand vous voyez la photo qui a été proposée par Clémence tout à l'heure, alors certes, on voit un convoyeur double niveau avec des postes de contrôle, ça fait pas briller les yeux. C'est quelque chose qui est ultra classique dans la logistique automatisée. Le gros de l'iceberg, justement, c'est un iceberg. Ça, c'est la partie émergée. Le gros du boulot a été fait sur la partie IT et la partie développement, parce que ça reste un cas d'école. C'est des choses qui sont ultra spécifiques dans des contextes qu'on déploie généralement plutôt que des dossiers sur l'armée ou des gens comme ça où on a besoin finalement de ne pas remonter sur les couches IT un peu spécifiques. Ça a amené quelques pans supplémentaires, notamment sur la maintenance. Merci Enzo, c'est super fluide. Ça a amené des avantages complémentaires. C'est que dans la mesure où on crée des systèmes qui se dédouanent du SI du client, on cherche également à faire cette transposition côté maintenance. Donc on parle de maintenance externalisée. C'est externalisé pour BOA et c'est internalisé pour DR. C'est-à-dire qu'on cherche à rendre autonomes en fait les opérateurs. On est sur des sites assez critiques en termes de KPI auprès du client final. On est sur des choses qui sont volontairement intelligentes en amont, mais volontairement simples en termes de déploiement chez le client. Donc on cherche à rendre les opérateurs autonomes pour toutes les interventions de niveau 1. Et in fine, c'est des sites sur lesquels on intervient pour ainsi dire jamais en dehors des maintenances préventives annuelles. Ce qui ne nous empêche pas, tout en étant étanche au système du client, d'avoir finalement une machine virtuelle avec un accès distant en remote, complètement étanche pour le client, mais qui nous permet de faire de la prise en main à distance. Et on est capable aujourd'hui sur une ligne comme celle-ci, via nos hotlines, de faire du diagnostic de fonctionnement, de flux et au besoin de reparamétrage de vitesse ou d'adressage. Le tout, encore une fois, en ne rentrant pas sur les couches, sur les adresses IP, sur les couches soft côté client. Donc voilà, la spécificité, encore une fois, c'est un contexte relativement classique de logistique qu'on cherche à automatiser, fluidifier, limiter les ruptures de charge, augmenter ses capacités, mais c'est un contexte qu'on a travaillé davantage sur le plan IT que sur le plan méca. Merci Patrice pour tous ces détails et ces explications éclairées. Donc je passe la main maintenant à Clémence pour nous expliquer donc la partie budget, retour sur investissement et les axes de développement encore possibles sur le moyen déployé. Oui, alors merci pour toutes ces informations, Patrice. Aujourd'hui, tout ce travail-là, donc ça représente un investissement de 1 million d'euros enveloppe globale. Comment on mesure les gains sur ce type de projet? Donc il y a des gains vraiment en nombre de personnes ou en productivité, donc qu'on mesure avec 5% de gains de productivité sur la réception rentable et 2,5% sur la transitique colis. Donc, comme on est sur du gain de productivité, on est forcément lié au volume. Donc, on ne parle pas ici de ROI puisque ce projet a été implémenté en plein dans la période Covid. Donc, on a eu une grosse chute de volume et donc on est revenu à nos niveaux, ce qui fait que on préfère parler de gain de productivité que de ROI en année. Parce que au-delà de vraiment des gains financiers, il y a aussi toute la partie moins facilement mesurable que représente ce projet. Donc, on le rappelle, l'objectif numéro 1, c'était de diviser par 2 notre lead time et d'améliorer notre performance. Aujourd'hui, sur l'année 2023, le résultat, on est à 82,1% sur le KPI, donc de nombre de mises en stock en moins de 8 heures après réception du colis.
Donc, pour se donner un ordre d'idée, en 2019, on était sur 43% en 16 heures et 16% en 8 heures. Donc, l'objectif, améliorer notre KPI tout en réduisant notre temps de traitement, il est atteint. Et le deuxième gros impact est sur nos conditions de travail. Le premier point, c'est la réduction du nombre de ports de charge. Aujourd'hui, le colis arrive en table, il n'y a qu'une personne qui le manutentionne pour le mettre sur le convoyeur et tout le reste est fait automatiquement. Donc, on estime à 3, qu'on a divisé par 3 le nombre de portes de charge sur le poste de réception, qui est vraiment un poste où on est dans l'aéronautique, les personnes sont habilitées, elles ont vraiment une valeur ajoutée à traiter uniquement la réception et faire les contrôles. C'est leur valeur ajoutée. Porter un colis, c'est vraiment pas ce qu'on projette sur ce type de poste. Et donc, on a un petit témoignage d'une personne qui a connu l'avant et l'après convoyeur et qui dit aujourd'hui, nous portons beaucoup moins de charges dans la journée, on perd moins de temps quand le colis arrive directement dans le bon conditionnement. Et on a aussi, c'est pas mentionné là, mais une réduction de la charge mentale sur l'opérateur, parce qu'avant, il voyait ses palettes à côté de lui, et il sait qu'il y a une notion de FIFO, qu'il faut traiter les colis dans l'ordre d'arrivée. Aujourd'hui, les colis arrivent les uns après les autres et il ne voit pas l'heure depuis combien de temps attend le colis à côté, ce qui lui permet de travailler beaucoup plus sereinement. Et ensuite, sur les axes de développement en cours, à venir, les réflexions, on a ce poste d'injection qui est quand même la clé puisque c'est l'entrée sur le système. Aujourd'hui, on a la sensation qu'on ne l'utilise pas assez pour 2 raisons. Parce qu'il y a une raison ergonomique. Donc, on avait 16 personnes qui portaient la charge sur les postes avant. Et là, c'est la même personne qui le fait. Donc, on a un poste qui est en train d'être adapté avec beaucoup plus de facilitation pour les ports de charge. Et on a un deuxième point, c'est les conditions logistiques. Aujourd'hui, on peut avoir des colis qui arrivent avec plusieurs BL sur un colis et qui sont liés à plusieurs commandes. Donc tout ça, la personne qui est au poste d'injection doit savoir ce qu'elle peut mélanger, ce qu'elle ne peut pas mélanger, comment elle doit l'adresser. Et c'est un travail qu'on est en train de mener du coup avec Airbus pour qu'ils puissent travailler avec leurs fournisseurs pour se faciliter en fait la partie identification entre la pièce, la commande et le BL. Et à moyen terme, sur cette zone-là, sur l'entrepôt, on étudie un projet d'automatisation du stockage pour nos petits volumes, donc qui viserait à remplacer nos mezzanines actuelles. Donc aujourd'hui, c'est les prémices de l'étude et dans les objectifs, ce serait d'arriver à adapter cette solution, donc le convoyeur actuel, à une solution de stockage automatisé sur la zone. Voilà pour moi. Merci donc d'avoir tenu le timing. Donc on est en dessous de la demi-heure. Bon, bravo Patrice, Clémence. Donc merci pour cette belle présentation qui met en avant un superbe projet, tant sur le plan technique, humain et sur la productivité que cela apporte. Donc je vais passer maintenant aux questions. Donc on a une question de Pierre, donc à destination de Patrice. Est-ce que les produits BOA s'interfacent avec les WMS du marché? Ah oui, question facile pour commencer, merci. Quand on ne s'interface pas avec les WS du marché, c'est soit un contexte hyper atypique, l'armée, le spécifique qu'on vient d'évoquer. Tous les systèmes automatisés se doivent de s'interfacer avec un WMS. Sinon, c'est de la méca, c'est plus de l'automatisation. Donc évidemment, on s'interface avec tous les WMS de marché, quel que soit d'ailleurs le contexte. Ça peut être du WMS maison, ça peut être des solutions standards, ça peut être de l'absence de WMS avec des connexions directement sur des ERP. C'est la marque de fabrique de BOA. On a plus d'ingé côté bureau d'études informatiques que de bureau d'études méca, et on est capable de s'interfacer quel que soit l'environnement de l'API, du web service, voire même du fichier APLA dans des contextes un peu atypiques. Donc évidemment, oui, on s'interface avec absolument tout le monde. Et on doit avoir aujourd'hui, sur les 150 sites, on doit couvrir la quasi-totalité des WMS de marché, qu'on parle des grands donneurs d'ordre que peuvent être des réflexes, des Manhattan ou autres, jusqu'à des solutions beaucoup plus exotiques, voire maison. C'est l'ADN de la boîte. Ok. Question de Joseph. Donc, bonjour. Donc, quels sont les résultats sur les surfaces mètres carrés? Donc là, c'est plutôt sur les gains en termes d'implantation.
Avez-vous des solutions en place pour les autres articles gros colis? Donc ça, c'est une question pour Clémence. Alors, les résultats sur les mètres carrés, il n'y a pas eu de gain de surface puisqu'on a implanté le convoyeur dans la même zone que celle où étaient implantés nos postes de réception. Ce qu'on a gagné en surface, c'est en fait toute la zone de transitique autour, où il fallait qu'on laisse toute une zone de circulation pour nos chariots avec du piéton et du cariste mélangé et des zones d'attente pour la mise en stock. Le fait d'automatiser, on a libéré toutes ces zones. Donc, le gain de surface n'est pas c'était pas l'objectif du projet en tout cas. Et pour les gros volumes, donc pour les gros colis, donc on a plusieurs tailles de colis. On a toute une partie extra XL qu'on appelle extra large parts. Donc ceux-là, ils sont carrément traités depuis qu'on a ce projet-là dans une zone dédiée à part. Après, on a du colis à dimension palette qui transite par cette zone-là. Donc en fait, on a des colis qui arrivent à dimension palette parce que dans un gros carton, il y a beaucoup de petites pièces. Et donc cette palette-là, soit elle est éclatée en plusieurs petits colis et elle va partir en stock dans la mezzanine. Et sinon, la solution pour aller mettre en stock dans le paletier reste la même que celle qu'on avait avec du chariot et une personne qui déplace les palettes. Ça fait aussi partie des sujets qu'on a dans l'étude depuis plusieurs années maintenant. La difficulté que nous avons, c'est la non-homogénéité des palettes. On n'est pas que sur des palettes Europe, on n'est pas que sur du 80-120, on a des conditionnements qui sont pas standards. Donc c'est ça qui rend difficile la solution pour les gros colis. Après, si je peux compléter côté gros colis, il y a aussi un sujet, tout est faisable en automatisation. On pourrait mettre de la vision, de la robotique, de la dépalettisation, on pourrait tout imaginer. Après, il faut être aussi pragmatique dans nos activités logistiques. Il y a une notion de ratio économique. Et si techniquement c'est faisable, il n'y a pas forcément d'intérêt à déployer des solutions de ce type, quand finalement, soit les flux, soit l'incertitude concernant les charges ne le justifie pas. Donc techniquement, ça serait faisable pour l'entrepôt en question, mais d'un point de vue légitimité de la solution, ça reste discutable. Parce que, pour compléter, aujourd'hui, sur nos mises en stock, c'est 70% dans la mezzanine et c'est 30% dans le paletier. Donc le gros de notre activité, et on est sur 2000 lignes de réception par jour. Ok. Donc merci. Une question de Marie. Combien de temps pour déployer cette solution? Vous voulez que je réponde? C'est de mon côté. Combien de temps pour déployer cette solution? Alors, ça peut surprendre certains d'entre vous, mais c'est des solutions qui sont super rapides à déployer, mais c'est lié à la techno. Je parlais de techno décentralisée. Chez nous, en fait, le câblage et le paramétrage, le paramétrage des cartes embarquées, le WCS, c'est fait sur notre site et pas chez le client. Donc, en fait, on va plus vite que sur une installation classique et un dossier de ce type. C'est déployé sur le plan physique strict. C'est bouclé en moins de 10-15 jours. On a dû compter 2 semaines sur ce sujet. Après, il faut objectivement avoir une bonne semaine de paramétrage, le fine-tuning des installations assez classique. Mais c'est des dossiers complets entre la réception du matériel et les go live et le démarrage de ligne. Sur des dossiers de ce type, il faut compter 3 semaines. Merci. Je vois que des personnes sont en train d'écrire dans le chat. Hop, 2 questions qui viennent d'arriver. Une nouvelle question de Joseph. Comment gérez-vous les bacs, les contenants? Aujourd'hui, les bacs dans le process. La pièce arrive depuis le fournisseur dans le colis fournisseur. On le met en stock, donc on l'injecte dans le convoyeur et on le met en stock dans des types de bacs en carton que nous avons. Donc nous avons 3 tailles standards. La pièce part en stock dans ce bac, donc c'est du carton. Le picking, on vient prélever dans ce bac. Quand le bac est vide, il est remis à disposition et on a un système de navette manuelle avec ces bacs carton. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on les gère. Ok, merci Clémence. Question de Cyril. Avez-vous profité de ce projet pour mettre en place un jumeau numérique ou est-ce que la ligne n'a pas vocation à évoluer de toute façon? Alors la ligne, elle a vocation à évoluer, c'est ce que mentionnait Clémence tout à l'heure, et le jumeau numérique, il me semble pas. Non.
Si vous voulez, je peux le prendre chez moi. Juste en complément pour la gestion des bacs, on ne gère pas sur cette installation de retour de bac automatisé comme on ferait sur des installations avec de plus gros flux, tout simplement parce que, pareil, c'est un sujet où c'est facile à faire, mais c'était pas rationnel sur le plan économique. Sur le sujet des jumeaux numériques, c'est des sujets qu'on déploie régulièrement, sur lesquels on travaille régulièrement en simulation de flux, quand on est challengé au niveau des flux, justement, et des capacités d'absorption de la ligne. Une ligne de ce type, on a des éléments qui sont standardisés chez Bois. Une ligne de ce type, d'un point de vue robotisation, d'un point de vue physique, c'est des lignes qui sont capables d'absorber du 1000 colliers sans difficulté. On n'a pas besoin d'avoir de jumeaux numériques pour extrapoler des modifications de comportement des flux, parce qu'on est sur une sous-exploitation entre guillemets physique des capacités d'absorption de la ligne. Donc, tant qu'on est à 10-20%, le sujet, l'investissement derrière n'a pas été fait pour une capacité de la ligne en termes de flux, il a été fait pour une capacité d'absence d'interfaçage et d'un contexte SI très particulier. Donc, pas de jumeaux numériques sur cette ligne, mais il n'empêche qu'elle a vocation à évoluer, mais c'est pareil, c'est la techno qui le permet. Rajouter 3 postes de contrôle sur une ligne de ce type, vu qu'il n'y a pas de câblage centralisé, c'est un RJ45 et un secteur qui part une alimentation et une commande qui partent d'un module vers un autre. On le fait sans rupture d'activité assez facilement. Donc le sujet, il est plutôt autour des process métiers sur lesquels travaillent des équipes d'AR, que ce soit en réception, en nombre de postes, ou demain, poste en stock. C'est des choses assez simples à déployer. Merci Patrice. Question de Joseph. Quel est le nombre de colis à l'heure par station de réception? C'est une question qui commence. Oui, c'est pour moi et c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, un temps de traitement de colis n'est pas standard. Pour vous donner, aujourd'hui, on va varier entre, j'ai du temps en minutes que je peux vous donner, aller entre 10 minutes une réception pour une pièce sans numéro de série, et on peut aller jusqu'à une demi-heure pour un colis, voire 2 heures, parce que il faut étiqueter une par une les pièces avec le numéro de série. Donc, le nombre de colis à l'heure par station, allez, on va aller dire 6 à 10 au maximum, et ça peut être sur une moyenne de journée à 4. Une personne va traiter 4 colis, mais avec 3000 pièces sérialisées à l'intérieur. Donc, on n'est pas sur des gros volumes par station de réception. Merci Clémence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vois personne écrire dans le chat. Donc, j'ai l'impression qu'on a... Ah, si. Peut-être une dernière question de Joseph. Merci à vous. OK. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Bon, j'espère que ce webinaire... Ah, Laura qui est en train de nous écrire. Bon, en tout cas, on espère que ce webinaire vous a plu, qu'il a su répondre à toutes vos questions. Merci à Patrice et Clémence pour le travail réalisé, aux équipes de communication de BOA aussi pour avoir été support de nos équipes communication pour la réalisation du support et les aspects techniques. Merci à Noir aussi qui est en backstage pour faire en sorte que tout fonctionne techniquement. Je vous souhaite de passer une agréable journée et rendez-vous pour une prochaine édition dans quelques mois, très sûrement. Donc merci à tous, merci Patrice encore, merci Clémence. Bonne journée. Bonne journée.